Jean-François Le Guéret, l'association ADRAC est heureuse et honorée de vous recevoir aujourd'hui dans notre fameuse vidéo qui maintenant est vue par de très nombreux habitants des Halles. Bonjour Emmanuel Duprat et bonjour à tous les membres actifs de l'ADRAC que je connais depuis longtemps, et je sais qu'ils aiment le quartier des Halles, ils le défendent et ils se mobilisent chaque fois que c'est nécessaire. Vous connaissez très bien les Halles, vous avez été un élu tout à fait remarquable pendant des années. Et ce qui nous intéresse, notamment nous habitants des Halles, c'est toute l'histoire des Halles, qui est une histoire évidemment millénaire. Et il y a certains sujets dont nous aimerions bien discuter avec vous, notamment sur l'évolution du quartier que vous avez connu enfant, je crois. Oui. Et les grands changements qui se sont passés pendant les 50 dernières années, notamment avec évidemment le centre, ce marché des Halles qui a connu une évolution extrêmement importante. Quand vous êtes né aux Halles, non? J'ai été baptisé à Saint-Eustache, je ne suis pas né, je suis né dans une maternité d'un autre arrondissement de Paris, mais mon père était installé au 1 rue des Prouvaires. Il avait son bureau, il avait créé le club des Prouvaires, qui a d'ailleurs été pendant très longtemps considéré comme le plus vieux club politique en France. Et puis c'était vraiment un endroit que j'aime parce qu'il y a ce très beau balcon, ce très bel immeuble. Malheureusement, je n'ai pas pu conserver ce local, mais qui a donc été le bureau de mon père, et puis ensuite mon bureau. Et j'aime beaucoup ça. Oui, il y a toujours une plaque. Il y a une plaque avec... Tout à fait. Et c'est Jacques Chirac, maire de Paris, qui avait inauguré cette plaque après la disparition de mon père. Quel est votre premier souvenir des Halles, de ce quartier, quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous a marqué? Mon père m'emmenait rue des Prouvaires, nous n'habitions pas là, nous n'habitions pas très loin, mais mon père, le jeudi à l'époque, c'était le jour des enfants, j'allais à l'école et nous n'avions pas classe le jeudi, et il m'emmenait dans ce quartier des Halles, dans son bureau. Et c'était naturellement le pavillon de Baltard, et c'était dans la rue des Prouvaires, le coin des bouchers et des tripiers. Ouais. Alors je dois dire que c'était un monde absolument fantasmagorique. Les hurlements, le bruit, les chariots de viande, les bouchers avec les tabliers couverts de sang, c'était très impressionnant. Je garde des images très fortes. Un peu terrorisé dans mes yeux d'enfant, mais ensuite je me suis évidemment un peu habitué, si je puis dire, mais c'était un monde, quand on voit encore aujourd'hui des films, des photos d'Oineau et d'autres sur ce qu'était la vie des Halles, c'était une incroyable vitalité. Bon, Zola l'a très bien décrit dans Le Ventre de Paris et d'autres auteurs. Et puis c'est un endroit aussi où il y avait naturellement l'activité du marché, mais il y avait aussi, je dirais, toute la misère, le côté un peu sombre de l'humanité. Il y avait naturellement les clochards, il y avait les prostituées, il y avait des marchands à la sauvette, et il y avait beaucoup de policiers qui étaient là pour mettre un peu d'ordre dans cette activité très, très grouillante. Il y avait naturellement des embouteillages de voitures, de camions. Je me rappelle encore ces petits chariots électriques qui menait des cajots, et le conducteur était debout avec un simple levier, et il déambulait, il slalomait entre les passants dans la rue. Et puis naturellement il y avait les pavillons de Baltard, qui étaient cette espèce d'architecture un peu qui ressemblait à des normes, à des araignées géantes, avec ces énormes montagnes de choux-fleurs, de carottes qui étaient installées tous les jours. Alors mon père m'accompagnait, il connaissait naturellement les marchands, les vendeurs, il sympathisait, et
moi j'étais évidemment en retrait compte tenu de mon jeune âge et j'étais quand même très, très impressionné, je veux dire, par ce monde. Ensuite, évidemment, j'ai connu les débats sur la rénovation du quartier des Halles. Je me rappelle encore ici, à l'Hôtel de Ville, la présentation des 6 projets qui avaient été présentés. Il faut rappeler qu'il y a eu une énorme polémique, il y a eu des batailles. D'énormes polémiques. Et puis, la décision qui a été prise de démolir les pavillons de Baltard. Les années 170, 170. Après, 2 jours après qu'ils aient été classés monuments historiques, mon père était élu et a défendu la présence, non pas du marché physique, le transport des victuailles ne pouvait pas rester en plein centre de Paris, mais on aurait très bien pu conserver les activités, je dirais, économiques, conserver l'architecture et conserver naturellement quelques éléments de ces pavillons qui étaient quand même une œuvre absolument originale de Baltard. Dans tous les pays du monde, il y a des copies. Des Halles de Baltard. Nous avions le modèle original et le seul élément qui a été conservé se trouve à Nogent-sur-Marne. C'est un peu dommage de n'avoir rien gardé. Ensuite, j'ai connu évidemment le trou des Halles. Ça, c'était aussi des souvenirs incroyables. Parce que film, évidemment. Oui, Touche pas la femme blanche, Ferreri qui a tourné un western. Enfin, c'est quand même un western parodique. Un western très, très parodique. Et avec des scènes qui sont tournées dans la bourse de commerce également, donc l'actuelle collection Pinault qui sert d'élément de décor. Mais on a vécu, quand on était rue des Prouvaires, dans une espèce de bourbier pendant des années. Il y avait tous les camions, les bulldozers qui passaient pour faire ce trou absolument gigantesque. Ensuite, il y a eu les projets sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et l'élection de Jacques Chirac à la mairie de Paris qui a été, dans le contexte politique de cette époque, un acte, je dirais, pour Jacques Chirac, non pas d'opposition, mais en tout cas il s'est affranchi de sa fidélité vis-à-vis de Valéry Giscard d'Estaing, et la première décision annoncée par Jacques Chirac a été d'abandonner le projet de Giscard qui consistait à faire une cité financière avec des tours, un mini Manhattan. C'était ça qui était prévu. Mais bien sûr, un mini Manhattan au centre de Paris, et Chirac a décidé de faire un jardin, ce qui était quand même indiscutablement un progrès. Si c'était à refaire, le projet qui a été fait à l'époque par Aretsch et d'autres architectes comportait un certain nombre d'imperfections sur lesquelles on a d'ailleurs souffert dans les années qui ont suivi. Mais l'idée qui avait été voulue par Jacques Chirac de faire un jardin au centre de Paris était quand même une idée, je dirais, un peu d'avant-garde à cette époque. J'ai été élu pour la première fois en 1983, conseiller d'arrondissement, et au moment de ces élections municipales de 1983, le chantier des Halles était encore je dirais, inachevé. On avait terminé ce qu'on appelait ensuite l'ancien forum, c'est-à-dire la partie de Claude Vasconi avec ses arcades ouvertes vers le ciel, la partie du centre commercial, mais ce qu'on a appelé ensuite le nouveau forum, c'est-à-dire la partie de la piscine, du gymnase, avec Paul Chemetov, et puis ensuite les pavillons Villerval qui ont ensuite disparu, tout ça n'était pas encore achevé. Et c'est un chantier qui a duré quoi? Qui a duré 10 ans, non? Facilement en plus? Non, oui, pas tant que ça, puisque la décision a été prise par Jacques Chirac de faire ce jardin et cette architecture en 1977, dès son élection, et tout a été achevé dans les années 1985. Donc c'est relativement court. Lorsque Bertrand Delanoë a annoncé en 2001 son intention de refaire les Halles, il a lancé l'idée, et en réalité le chantier de cette deuxième rénovation des Halles a été incomparablement plus lente et plus longue. Bon, c'est ce qui est tout à fait extraordinaire, et c'est ce que je voudrais, là-dessus je voudrais témoigner, c'est qu'à chaque fois qu'on a remanié ce quartier, qu'on l'a en partie démoli, détruit, la destruction des pavillons de Baltard, le déménagement des Halles à Rungis, ça a été un traumatisme extraordinaire. Et tous les gens du quartier qui habitaient là disaient c'est affreux, c'est horrible parce que c'est un quartier qui va mourir,
voilà, c'est la fin des Halles. Et en fait, le quartier génère une vitalité tout à fait exceptionnelle. C'est pas la même vie qui est venue s'installer, mais ça a été à chaque fois une vie nouvelle avec une énergie, avec une invention, avec une créativité tout à fait incroyable. C'est ce qui s'est passé après le départ des Halles de Baltard. Et lorsque, dans les années récentes, on a à nouveau voulu entièrement rénover, transformer, on le voit encore aujourd'hui. Il y a une vitalité, les gens aiment ce quartier, les gens s'y promènent. C'est un peu le cœur battant de Paris qui reste là. Avec une situation exceptionnelle d'avoir eu 2 chantiers pharaoniques en 40 ans, ce qui s'est jamais vu ailleurs dans Paris en tout cas. Oui, c'est tout à fait exceptionnel qu'on ait voulu. Ça, je dirais, c'est une décision oui, une décision politique au sens noble du terme. Hein, mais pour des raisons qui me dépassent un peu d'ailleurs, Bertrand Delanoë n'aimait pas du tout les aménagements des Halles qui avaient été faits. À l'époque de Chirac, il a dit un jour c'est le plus grave échec architectural et urbanistique du XXe siècle. C'était quand même un peu sévère. En France, comme je l'ai dit, il y avait des imperfections, mais je pense que dans d'autres pays, on a fait pire que cela. Il y avait je dirais, c'était très composite. Il manquait peut-être une idée directrice. Et il manquait peut-être un grand équipement fédérateur. Et moi, j'ai souvent dit, même à l'époque de Chirac, et je l'ai redit à Bertrand Delanoë et à Anne Hidalgo dans les années de, je dirais, de rénovation, de nouvelle rénovation des Halles, j'ai dit ce qu'il faudrait à cet endroit, c'est un équipement majeur. J'ai longtemps espéré que... Vous pensiez à quoi en disant... j'ai longtemps espéré, par exemple, que la Philharmonie, qui est finalement partie à la Villette, viennent là. Je crois que ça aurait donné un supplément d'âme. C'était près de l'Opéra Garnier, c'était près de l'Opéra de la Bastille, c'était près du Châtelet, c'était pas loin de la salle Pleyel. Et donc, je pensais que cette thématique de la musique, j'avais aussi suggéré à Bertrand Delanoë d'y installer une maison de l'Europe avec un concept très ouvert. Il m'avait répondu à chaque fois, ce sont de bonnes idées, mais il ne faut pas les faire là. J'ai dit, mais monsieur le maire, pourquoi pas là? Justement, vous êtes au centre, vous êtes dans un quartier qui a une accessibilité tout à fait exceptionnelle. Bon, on tourne la page, mais je pense que ce qui compte le plus, c'est d'avoir une grande idée. Et après que l'on soit resté en panne de grandes idées, aussi bien du temps de Chirac d'ailleurs que du temps de Jean Tibéri, du temps de Bertrand Delanoë et d'Anne Hidalgo, les 4 maires, une grande idée a surgi, c'est la collection Pinault. Et c'est la rénovation de la Bourse de commerce qui indiscutablement donne du sens à cette opération de la rénovation des Halles, avec un bâtiment qui est superbe, parce que la Bourse de commerce est vraiment un bâtiment tout à fait exceptionnel, et le travail de recherche historique fait par Pierre-Antoine Gatier est incroyable, et la collection Pinault va être un lieu, je dirais, international, d'ouverture et de création culturelle au cœur de Paris. Finalement, c'est la justification de toutes ces années un peu de galère pour les gens du quartier et pour le quartier lui-même, qui a providentiellement donné, qui est apparu à la fin et qui donne du sens à tout ce qui a précédé. Mais ce qui a l'arrivée du centre, enfin de la Fondation Pinault, évidemment pour les habitants, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, ça dynamise le quartier et ça donne évidemment une nouvelle couleur. Mais pour les habitants que nous connaissons et qui ont connu le quartier avant, ce qui a fait le changement majeur, en dehors de la création du forum, de la piscine, du cinéma, c'est l'arrivée du RER. C'est-à-dire c'est une gare majeure au centre de Paris. La plus grande gare souterraine d'Europe, dit-on. Donc, oui, bien sûr. Mais ça aussi, ça explique ce renouvellement de la vitalité du quartier. Voilà. Un jour, j'étais sans aucun esprit, je dirais, critique,
j'assistais à une réunion avec les maires d'arrondissement et la mairie de Paris sur la rénovation des portes de Paris. Et on nous a présenté les projets urbanistiques consistant à essayer de recoudre un peu la blessure entre le Paris intramuros et sa banlieue. Et alors on nous disait les grandes portes de Paris, la porte d'Orléans. Et je suis intervenu, je dis mais vous oubliez simplement la plus grande porte. Ouais. Alors on m'a regardé l'air très curieux, je dis la plus grande porte, c'est les Halles, ouais, puisque c'est par là qu'entre tous les jours le plus grand nombre de gens qui viennent de l'extérieur de Paris, qu'ils ressortent le soir. Donc le premier endroit que toute la France entière, la région d'Île-de-France découvre de Paris en se rendant, en tout cas le plus grand nombre, c'est là que ça se passe. Donc c'est là qu'il faut faire porter des efforts, non seulement, je dirais, de qualité de vie, mais de donner du sens à ce que représente Paris, à son rayonnement, à son histoire, à sa culture, et c'est tout ça que l'on doit trouver à cet endroit, parce que c'est justement la porte d'entrée principale. Alors, on parle beaucoup de culture, ça nous intéresse évidemment beaucoup dans notre association, Histoire, Culture, et on voit qu'il y a de plus en plus d'institutions culturelles qui se créent dans le centre de Paris. Évidemment, il y a eu le Beaubourg, c'est devenu une institution mondiale, Centre Pinault, Fondation Pinault, il va y avoir la Fondation Cartier, il y a la Fondation Galerie Lafayette qui s'est créée il y a quelques années. Et ce qui est en train un petit peu d'émerger, il y a une espèce de joie, évidemment, de voir le centre de Paris avec de nouvelles institutions culturelles, mais il y a aussi une crainte, c'est de se transformer en parc d'attractions pour les habitants. C'est-à-dire qu'on suivrait un petit peu ces grandes villes qui subissent ce qu'on appelle le surtourisme et où les habitants ont de moins en moins de qualité citadine, je dirais. Oui, écoutez, moi, je ne fais pas partie de ceux qui redoutent cet afflux. J'ai souvent entendu une expression que j'ai toujours trouvée incompréhensible. Régulièrement, j'entends des gens dire il ne faut pas que Paris devienne une ville musée. Je n'ai jamais compris ce que ça veut dire. Donc, si quelqu'un est capable de... Jusqu'à présent, personne ne m'a été capable de m'expliquer. C'est pas une ville musée, c'est une ville dans laquelle on vient, pas parce qu'il y a des musées, on vient parce que c'est Paris, parce qu'il y a non seulement des éléments de patrimoine, il y a le plus grand musée du monde, il y a tout ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire des créations ouvertes sur la culture contemporaine, mais il y a Paris, il y a son âme, il y a ses habitants, il y a sa gastronomie, il y a donc que les touristes soient attirés, eh bien qu'est-ce que vous voulez, c'est, je dirais, la rançon de ce rayonnement. Moi je pense vraiment que Paris a la chance d'avoir un rayonnement international tout à fait extraordinaire à l'échelle planétaire, et je pense qu'il faut que les Parisiens se réapproprient cette mission d'être les ambassadeurs de leur propre ville, et moi j'appelle tous les Parisiens à devenir vraiment, à éprouver tous les jours la fierté, la beauté, la qualité de vivre dans une ville qui est tout à fait incomparable et qu'on nous envie dans le monde entier. Et cette mission d'accueil, je crois que nous devons la voir, parce que c'est ici que ça se passe, c'est ce qui donne aussi des emplois, c'est ce qui donne de l'économie, c'est ce qui fait travailler des artisans, c'est ce qui fait travailler des artistes. Regardez vous allez dans tous les pays, dans tous les musées du monde, que ce soit aux États-Unis, vous allez en Russie, quand vous abordez la peinture ou la sculpture occidentale, vous avez toujours des vues de Paris. Donc les peintres des plus grands pays sont venus, ont posé leurs chevalets sur les bords de Seine ou dans le quartier des Halles. Je crois que c'est un motif de fierté. Je crois qu'après votre dernier mandat, vous occupez des fonctions dans la commission du Paris historique, non? La commission du Vieux Paris. Vieux Paris, voilà. Ça consiste en quoi La commission du Vieux Paris existe depuis 1897, donc elle est fort ancienne, et c'est une commission dans laquelle siègent des experts, des historiens, des architectes, des urbanistes, des enseignants, des universitaires. C'est une commission qui n'a qu'un rôle consultatif. Elle émet des avis.
Mais ses avis sont en général respectés et elle intervient notamment sur les permis de démolir. Alors, il y a à peu près 1400 permis de démolir qui sont déposés chaque année à Paris. Évidemment, nous ne les examinons pas tous. Nous faisons un travail avant les ordres du jour de la commission du Vieux-Paris pour voir ceux des permis de démolir qui posent un problème de conservation d'un élément patrimonial. Nous nous réunissons à peu près tous les mois, nous nous réunissions hier matin, ici même, et Anne Hidalgo, après que j'ai cessé toute fonction d'élu à Paris, m'a proposé de présider cette commission du Vieux-Paris, dont j'étais déjà membre, un membre assidu, un membre présent, et j'étais très heureux de cette proposition parce que j'aime beaucoup la qualité de cette commission, la qualité de tous ses membres, et je dirais notre plus grande fierté, notre grande satisfaction, c'est de voir que bien que n'ayant qu'un rôle consultatif, il arrive quand même assez régulièrement que nos recommandations, nos résolutions, puisque nous adoptons des résolutions, soient suivies des faits et permettent de modifier un projet urbanistique et permettent de conserver. Alors, nous n'avons pas toujours totalement satisfaction, mais il arrive souvent que nous ayons au moins partiellement satisfaction et que les points de vue qui ont été exprimés soient pris en compte par les architectes ou les promoteurs de projets immobiliers ou urbanistiques dans Paris. D'accord, comme ça on peut éviter notamment de démolir des immeubles ou des œuvres qu'on veut garder, évidemment. Ou si on les transforme et qu'on les modernise, nous indiquons la manière de faire. D'accord. La manière de conserver ce qu'il y a de plus intéressant. Moi j'aime Paris, j'aime tout Paris. J'aime beaucoup le premier arrondissement, comme vous le savez, mais j'aime tout Paris. Je trouve que dans tous les arrondissements de Paris, il y a vraiment des trésors très méconnus. Et voilà, moi je suis un promeneur de Paris, un piéton de Paris, et je fais beaucoup de marche à pied, de vélo depuis très longtemps, et j'ai toujours été émerveillé par des découvertes tout à fait insolites dans tous les arrondissements de Paris. Alors j'aime, et voilà, les travaux et toutes les discussions que nous avons à la commission du Vieux-Paris sont vraiment pour moi extraordinairement passionnants et instructifs. On peut attendre un livre sur Paris de votre part ? J'ai déjà écrit des choses, mais je pourrais, réfléchir, oui. Merci beaucoup, Jean-François Le Garret. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir, et on va se revoir tous très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et longue vie à la DRAC. Merci beaucoup.